vous avez tout pris. Maintenant, le châtiment vous attend. Ce qui est particulier dans les réunions familiales, c'est leur ressemblance avec les carambolages. On en perçoit l'approche, tout en restant impuissant à éviter le désastre inévitable. Je suis assis à la table en acajou de mes parents, observant ma femme, Amanda, qui serre discrètement la main de mon frère Derek sous la nappe en lin, et je contemple l'effondrement spectaculaire imminent de cette célébration de Thanksgiving. « Eden, peux-tu me passer la sauce, s'il te plaît ?» demande ma mère, Patricia, son intonation empreinte de cette cadence particulière réservée aux descendants décevants. À 68 ans, elle maîtrise l'art de transformer de simples demandes en accusations voilées de déficience morale. Je pousse la saucière sur la surface polie, observant les doigts impeccablement manucurés d'Amanda s'entrelacer avec l'alliance de Derek, la même alliance qu'il portait lorsqu'il a épousé Lisa 3 ans auparavant, avant qu'elle ne découvre son infidélité avec l'épouse de leur voisin et ne réclame la moitié de ses biens lors du divorce qui a suivi. Alors, Eden, commence mon père, Charles, en posant son verre à vin avec la gravité solennelle d'un coup de marteau de juge. Ta mère et moi avons longuement réfléchi à ta situation. Ma situation, je demande. Est-ce la terminologie que nous utilisons pour désigner mon refus d'extirper Derek de son dernier fiasco lié au jeu? 6 mois auparavant, il avait gaspillé $40 000 au Riverside Casino, faisant ensuite preuve de l'audace de me demander de payer son hypothèque. Suite à mon refus, invoquant un bon sens fondamental et la préservation de soi, je suis devenu le paria de la famille. De quelle situation s'agit-il, papa, je demande, disséquant ma dinde avec une précision chirurgicale. Celle où je conserve un emploi stable, où je paie mes factures à temps et où je n'ai pas de dette envers des individus qui fracturent des rotules pour gagner leur vie? Derek se tortille mal à l'aise, ses mains se retirant de celles d'Amanda. Allons, mec, ce n'est pas juste. Juste, je rétorque, mon rire imprégné de l'âcreté du café brûlé. Tu veux parler de justice? La justice impliquerait de reconnaître les 12 fois depuis l'université où je t'ai sauvé de situations désespérées. La justice impliquerait d'admettre que j'ai co-signé ton prêt commercial, ton prêt automobile et ta première hypothèque. Assez, interrompt Charles, sa voix tranchant ma tirade comme la lame d'un boucher. Cela explique précisément la raison de notre décision. La pièce sombre dans le silence, à l'exception du tic-tac métronomique de l'horloge de parquet placée dans le coin. Même Amanda cesse de faire semblant de manger, sa fourchette suspendue à mi-chemin de sa bouche. Ma fille, Sarah, 17 ans et perpétuellement mécontente du monde, lève les yeux de son téléphone pour la première fois ce soir. Mon fils, Kevin, 14 ans et socialement maladroit, manipule sa purée de pommes de terre autour de son assiette comme s'il construisait des montagnes miniatures. Nous te retirons du testament, déclare Patricia, ces mots prononcés avec la brutalité détachée de quelqu'un qui commente les conditions météorologiques. Tout sera légué à Derek à notre décès. Je pose ma fourchette, le cliquetis métallique résonnant dans le silence soudain. Je comprends. Et qu'est-ce qui a précipité cette décision? Ton égoïsme, répond Derek, enhardi maintenant par le soutien parental. Ton incapacité totale à aider les membres de ta famille dans leurs moments de besoin. Ed, je rétorque, me tournant pour le confronter directement, notant le recul prononcé de sa ligne de cheveux depuis son divorce, comment son costume coûteux ne parvient pas à dissimuler le ventre naissant d'un homme qui a cédé à ses vices. Est-ce ainsi que nous le qualifions? Parce que, de mon point de vue, cela ressemble davantage à la facilitation d'une dépendance au jeu et à la subvention d'un style de vie au-dessus de tes moyens. Amanda s'éclaircit la gorge, un son que j'ai appris à reconnaître comme son prélude à la confrontation. En fait, Eden, puisque nous sommes engagés dans cette discussion, il y a quelque chose que je dois aussi révéler. Ça y est. J'attends ce moment depuis 3 mois. Depuis que j'ai découvert l'eau de Cologne de Derek sur son foulard. Depuis que j'ai remarqué sa fréquence accrue de travail tard le mardi et le jeudi, les soirs même où Derek prétendait assister à ses séances de thérapie. Je veux divorcer, dit-elle, sa voix inébranlable et répétée. Elle a répété cette oraison, probablement dans les limites de l'appartement de Derek, probablement tout en portant beaucoup moins de vêtements. Sarah laisse tomber son téléphone. Le bruit du plastique qui frappe le bois dur résonne vivement. Kevin cesse sa construction de montagnes de pommes de terre et regarde sa mère avec la perplexité aux yeux écarquillés d'un enfant qui voit son monde s'effondrer en temps réel. Maman? La voix de Sarah se brise sur cette seule syllabe. Ton père et moi, nous nous sommes éloignés, poursuit Amanda, évitant mon regard. Je crois qu'il est dans l'intérêt de tous que nous nous séparions. J'ai déjà consulté un avocat. Bien sûr, elle l'a fait.
Amanda a toujours eu 3 coups d'avance dans tous les jeux auxquels nous avons joué, du choix de notre premier appartement à l'organisation de nos vacances. Elle est méthodique, calculatrice, et absolument impitoyable lorsque le désir la guide. Le fait qu'elle désire Derek, mon frère incapable, pathétique et accro au jeu, serait insultant si ce n'était pas si prévisible. Je suppose que tu vas vouloir la maison, dis-je, ma voix affichant un calme que je ne ressens pas. C'est tout à fait juste, intervient Derek, et je suis forcé d'admirer son sens du timing impeccable. Amanda et les enfants ont besoin de stabilité. Stabilité, je répète le mot comme si je goûtais quelque chose de putride émanant de l'homme qui a perdu sa maison dans une partie de poker. C'était différent. Vraiment? Je me lève, ma chaise crissant sur le parquet. Parce que, de mon point de vue, il semble que tu sois sur le point de perdre une autre maison. La mienne, cette fois. Patricia frappe la table de sa main, faisant sursauter la porcelaine. Ça suffit. C'est précisément ce genre de comportement qui a précipité notre décision. Tu es aigri, Eden. Aigri et mesquin, et incapable de donner la priorité à la famille. La famille d'abord, je fais écho, observant ces individus autour de la table qui partagent mon ADN mais me semblent être des étrangers. Précisément. Donc, quand Derek a besoin d'argent, c'est la famille d'abord. Quand Derek a besoin d'un endroit où vivre, c'est la famille d'abord. Quand Derek a besoin que quelqu'un se porte garant de ses prêts parce que sa cote de crédit est irrémédiablement compromise, c'est la famille d'abord. Mais quand moi j'ai besoin de soutien, quand j'ai besoin que quelqu'un me soutienne, soudainement, c'est chacun pour soi. Tu n'as jamais eu besoin d'aide, déclare Charles, son ton impliquant que c'est en quelque sorte un défaut de caractère. Tu as toujours été si indépendant. Indépendant. Une autre façon de dire qu'ils ne se sont jamais donné la peine de vérifier si j'étais en train de me noyer parce que j'étais trop fier pour demander de l'aide. Eh bien, dis-je, attrapant ma veste sur le dossier de ma chaise, je suppose que l'indépendance va s'avérer avantageuse. Où vas-tu? Demande Amanda, et pendant un bref instant, je détecte quelque chose qui ressemble à de l'inquiétude dans sa voix, ou peut-être est-ce simplement de l'agacement que je ne suive pas son scénario et que je ne parte pas faire mes valises, étant donné que j'ai apparemment jusqu'à minuit pour quitter les lieux. Papa. La voix de Kevin est faible, effrayée. C'est la première parole qu'il prononce de toute la soirée. Je regarde mon fils, cet enfant maladroit et brillant qui construit des ordinateurs pendant son temps libre et dévore des romans de science-fiction sous ses couvertures avec une lampe de poche. Dans 6 mois, il vivra avec Derek, l'appelant un papa lors de matchs de baseball et de fêtes d'anniversaire. Cette pensée me serre la poitrine. Je te reverrai bientôt, mon pote, lui dis-je, et je le pense, bien que je n'ai aucun plan précis sur la façon dont je vais tenir cette promesse. Sarah se lève si brusquement que sa chaise bascule en arrière. C'est tellement injuste, crie-t-elle, des larmes coulant sur son visage. Vous êtes tous horribles. Papa est le seul qui ne nous ment jamais. Elle s'enfuit de la pièce, ses pas résonnant dans l'escalier. Une porte claque quelque part au loin. Regarde ce que tu as fait, dit Amanda, mais elle me regarde, pas Derek, ni mes parents, ni la situation qu'ils ont collectivement engendrée. Ce que j'ai fait. Je ris, et ce n'est pas un son agréable. Chérie, je n'ai même pas commencé. Je me dirige vers la porte d'entrée, en passant devant les portraits de famille qui ornent le couloir. La remise de diplôme de Derek. Le mariage de Derek. La promotion de Derek au poste de directeur régional avant son licenciement pour absentéisme excessif. Mes propres réalisations sont ostensiblement absentes, mais ce n'est pas nouveau. Eden, m'appelle Charles. Ne fais rien que tu ne regretteras pas. Je m'arrête, ma main sur la poignée de la porte, en regardant ce tableau de dysfonctionnement familial. Amanda a déjà rapproché sa chaise de celle de Derek. Kevin fixe son assiette comme si elle contenait les réponses aux énigmes de la vie. Patricia se sert un autre verre de vin. La seule chose que je regrette, dis-je, c'est de ne pas avoir anticipé ça plus tôt. Je sors dans l'air glacial de novembre, récupérant mon téléphone en me dirigeant vers ma voiture. Au moment où j'atteins le bout de leur allée, j'ai passé 17 appels téléphoniques et envoyé 43 messages textes. Les téléphones de ma famille sont sur le point de sonner, et quand ils répondront, ils découvriront que l'indépendance a ses avantages, surtout quand on possède tous les mots de passe. Le Riverside Motel n'est pas précisément le Four Seasons, mais il possède 2 qualités rédemptrices. Il n'est pas cher et il évite de poser des questions. La moquette est de la couleur de la moutarde ancienne, le couvre-lit semble avoir survécu à un conflit mineur,
et la douche émet des sons semblables à ceux d'un cétacé mourant. Cependant, le Wi-Fi fonctionne, et c'est tout ce dont j'ai besoin pour ce qui va se dérouler. Je suis assis sur le lit, mon ordinateur portable ouvert, entouré de documents, de relevés bancaires et de paperasse juridique. L'ironie ne m'échappe pas. Pendant qu'Amanda et Derek tramaient leur trahison clandestine, je gérais tous les aspects administratifs, si banals, de nos vies. Payer les factures, gérer les investissements, maintenir les polices d'assurance, déclarer les impôts. Toutes ces responsabilités fastidieuses qu'Amanda jugeait si indignes d'elle. Mon téléphone vibre. Le nom de Derek clignote sur l'écran pour la 15e fois en 2 heures. Je le laisse aller à la messagerie vocale. L'aspect particulier d'être marié à quelqu'un pendant 18 ans, c'est qu'on en discerne les schémas. Le schéma d'Amanda était simple. Elle désirait les avantages de l'âge adulte sans aucune des responsabilités qui l'accompagnent. Elle désirait la résidence opulente, la cote de crédit favorable, la sécurité financière. Cependant, elle n'avait aucune envie de comprendre les subtilités de sa création. Alors, j'ai fabriqué la saucisse. J'ai tout géré, ce qui signifie que tout est enregistré à mon nom. La maison, mon nom sur l'acte de propriété. Parce que la cote de crédit d'Amanda avait été anéantie quand nous nous sommes mariés, à cause de certaines décisions financières créatives durant ses années universitaires. Les véhicules, tous 2 enregistrés à mon nom, les 2 prêts à mon nom. Les comptes bancaires, bien que techniquement conjoints, sont tous sous mon contrôle principal. Les cartes de crédit, les portefeuilles d'investissement, les fonds d'études des enfants tout transite par moi. Amanda et Derek sont à l'aube d'une dure leçon concernant l'importance d'examiner les petits caractères. Un nouvel email apparaît sur mon ordinateur portable, un message de Janet Morrison, l'avocate spécialisée dans les divorces que j'ai consultée il y a 6 mois, lorsque mes soupçons concernant l'infidélité d'Amanda ont commencé à naître. La réponse de Janet correspond parfaitement à mes attentes. Sur la base des documents que vous avez fournis, votre position est exceptionnellement forte. L'infidélité reste un motif de divorce pour faute dans cet État, et considérant que tous les biens matrimoniaux sont principalement à votre nom, vous disposez d'un levier considérable. Nous devrions nous rencontrer dès que possible. Je ferme l'ordinateur portable et me penche en arrière contre la tête de lit, qui émet un craquement inquiétant sous mon poids. À travers les murs fins, j'entends un couple dans la pièce voisine en proie à une dispute financière. La voix de la femme était aiguë, remplie de désespoir, celle de l'homme, las et vaincu. On aurait dit un aperçu de l'avenir de Derek et Amanda. Mon téléphone vibre une fois de plus, cette fois un SMS d'Amanda. Les cartes de crédit ne fonctionnent pas, j'ai tapé une réponse. C'est bizarre. As-tu essayé d'appeler la banque? 3 points se sont matérialisés, ont disparu, puis sont réapparus. Enfin. Eden, qu'est-ce que tu as fait? Rien d'illégal, ai-je répondu. J'exerce simplement mes droits en tant que titulaire principal du compte pour examiner notre situation financière, comme un adulte responsable. Les points ont dansé pendant 1 minute entière avant que sa réponse n'arrive. C'est puéril. Puéril serait d'avoir une liaison avec mon frère et de t'attendre à ce que je paie les frais de ton avocat en divorce. Le silence a suivi. Je me suis levé et j'ai marché jusqu'à la fenêtre, tirant le rideau pour observer le parking, rempli de véhicules qui avaient clairement connu des jours meilleurs. Des voitures appartenant à des individus qui avaient soit commis des erreurs, soit rencontré le malheur, ou peut-être les deux. 6 heures plus tôt, je résidais dans une maison coloniale de 4 chambres avec un garage pour 2 voitures et un prêt hypothécaire gérable. Maintenant, je me retrouve dans une chambre imprégnée de l'odeur du désinfectant et d'aspiration brisée. Mais voici le point crucial, ils ne comprennent pas la situation. Je ne suis pas brisé, je suis furieux. Et un homme furieux est un homme dangereux. Mon téléphone a sonné. C'était Charles cette fois, j'ai répondu à la 4e sonnerie. Qu'est-ce que tu as fait, a-t-il exigé, sans aucun préambule. Joyeux Thanksgiving à toi aussi, papa. Ne joue pas avec moi, Eden. Amanda a appelé. Elle dit que tu as gelé tous les comptes. Pas gelé, sécurisé. Il y a une distinction. C'est ridicule. Tu te comportes comme un enfant. Un enfant? J'ai ri, et le son a résonné contre les murs de la chambre de motel. Papa, je me comporte comme quelqu'un qui vient de découvrir que sa femme couche avec son frère pendant que ses parents prévoyaient de le déshériter. Si c'est un comportement puéril, en quoi consisterait, précisément, un comportement mature? Le silence a rempli l'autre bout du fil.
Alors tu dois arranger ça. En fait, non. Ce que je dois faire, c'est sauvegarder mes intérêts et ceux de mes enfants. Ce qui, par coïncidence, est exactement ce que je fais. Eden, non. Le mot est sorti avec plus de force que prévu. Pendant 18 ans, j'ai été le responsable, celui qui paie les factures, résout les problèmes, nettoie les dégâts des autres. Et qu'est-ce que cela m'a rapporté? Une femme infidèle, un frère avec un problème de jeu, et des parents qui croient que je suis le problème. Ce n'est pas. Si, papa. C'est exactement ça. Alors, voilà ce qui va se passer. Je vais gérer cette situation de la même manière que je gère tout le reste, méthodiquement, légalement, et sans me soucier le moins du monde des sentiments des autres. Comme tu me l'as appris. J'ai coupé l'appel avant qu'il ne puisse répondre. Le couple d'Ax en grave côté avait cessé de se disputer. Maintenant, il n'y avait plus que le silence, qui, d'une certaine manière, était plus menaçant que les cris. Je me demandais s'ils étaient parvenus à une forme de résolution ou s'ils avaient simplement épuisé leur capacité de communication. Mon téléphone vibra avec un texto de Derek. Il faut qu'on parle. Je fixai le message un long moment, puis le supprimai sans répondre. Derek et moi avions dépassé depuis longtemps le stade du dialogue. Nous étions désormais dans le domaine de l'action. J'ai rouvert mon ordinateur portable et commencé à compiler une liste, non pas une liste de choses à faire, mais une liste de cibles. Chaque individu qui avait participé à l'embuscade d'aujourd'hui, chaque personne qui savait ce qui allait se passer et était restée silencieuse, chaque personne qui pensait pouvoir m'humilier et s'en sortir indemne. Amanda était en tête, évidemment, suivie de Derek, puis de mes parents. Mais il y en avait d'autres. La meilleure amie d'Amanda, Jessica, qui avait couvert l'affaire, l'ami de Derek, Mike, qui avait fourni des alibis, tout le réseau de complices et de co-conspirateurs qui se croyaient malins, inconscients de ce qui approchait. J'ai passé les 3 heures suivantes à passer des appels téléphoniques, à envoyer des courriels et à accéder à des comptes en ligne. À minuit, j'avais annulé toutes les cartes de crédit, transféré les fonds d'urgence sur un nouveau compte et placé des alertes à la fraude sur tout le reste. J'avais également exécuté une manœuvre qui rendrait demain excessivement intéressant pour toutes les personnes impliquées. À 12h47 du matin, mon téléphone commença à sonner. Amanda, encore. Je l'ai laissé aller à la messagerie vocale, puis j'ai écouté le message. Eden, c'est de la folie. Tu ne peux pas simplement nous couper les vivres comme ça. Nous avons des enfants à nourrir, des factures à payer. Je sais que tu es en colère, mais ce n'est pas la façon de gérer ça. Rappelle-moi, s'il te plaît. Le désespoir dans sa voix était presque gratifiant, presque. J'ai supprimé le message et éteint le téléphone. Demain s'annonçait une très longue journée, et j'avais besoin de dormir. Mais d'abord, j'avais un dernier appel à passer. Cabinet juridique Morrison, Janet à l'appareil. Janet, c'est Eden Locke. Je sais qu'il est tard, mais je voulais vous informer que les événements se sont accélérés. Je suis prêt à déposer la demande. Que s'est-il passé? J'ai raconté le dîner de Thanksgiving, l'ultimatum, l'annonce d'Amanda. Janet écouta sans interruption, émettant occasionnellement de petits sons d'intérêt professionnel. Eh bien, dit-elle quand j'eus terminé, il nous facilite certainement la tâche. Infidélité, abandon. Et ils ont pratiquement tout admis devant des témoins. Comment souhaitez-vous procéder? De manière agressive, déclarai-je. Je veux la garde exclusive. Je veux la maison, et je veux qu'elle paie une pension alimentaire. C'est ambitieux, mais, étant donné les circonstances, pas déraisonnable. Je commencerai à rédiger les documents ce soir. Nous pouvons déposer la demande lundi matin, à la 1re heure. Parfait. Et Janet? Je veux que ce soit public. Je veux que tout le monde sache précisément ce qu'elle a fait. Il y eut une pause. Eden, je comprends que vous soyez en colère, mais... Je ne suis pas en colère, l'interrompis-je. Je suis arrivé au bout. Il y a une différence. Après avoir raccroché, je me suis allongé sur la literie douteuse et j'ai contemplé le plafond taché d'eau. Quelque part de l'autre côté de la ville, Amanda et Derek essayaient probablement d'élaborer un plan pour acheter de la nourriture sans accès à mes cartes de crédit. Mes parents se demandaient probablement s'ils avaient fait une erreur. Mes enfants étaient probablement confus, effrayés et en colère. Je devrais me sentir coupable à propos de cette dernière partie. Je devrais être préoccupé par Sarah et Kevin,
par la façon dont cela les affectait. Et j'étais préoccupé, mais pas suffisamment pour reculer. Ils devaient apprendre que les actes ont des conséquences, que la trahison a un prix. Il valait mieux qu'ils l'apprennent maintenant de moi que plus tard du monde. Mon téléphone, que je croyais avoir éteint, vibra une fois de plus. Un texto d'un numéro inconnu. Ce n'est pas fini. Je souris dans l'obscurité de la chambre de motel. Ils avaient raison sur ce point, au moins. Cela ne faisait que commencer. Le lundi matin arriva, gris et froid, comme si les dieux de la météo avaient choisi de refléter mon humeur. J'étais assis dans ma voiture de location, une Honda Civic pratique qui était aussi éloignée de ma BMW habituelle qu'on pouvait l'imaginer, observant Amanda déposer les enfants à l'école. Elle conduisait la Camry déglinguée de Derek parce que, apparemment, ma BMW était également immatriculée à mon nom. Il était amusant de voir comment ces détails prenaient de l'importance lorsque les fondations commençaient à s'effondrer. Sarah claqua la portière de la voiture avec suffisamment de force pour faire trembler les vitres. Même à 50 mètres de distance, je pouvais discerner sa fureur. Kevin sortit plus délibérément, son sac à dos jeté sur une épaule, regardant autour de lui comme s'il s'attendait à ce que je me matérialise derrière un arbre. Je brûlais d'envie de les approcher, de leur expliquer que rien de tout ça n'était de leur faute. Que je me battais pour eux, et non contre eux. Mais Janet m'avait conseillé de garder mes distances jusqu'à l'audience pour la garde. Laissez les mauvais choix de leur mère parler d'eux-mêmes, avait-elle dit. Ne lui donnez pas de munitions. Alors je suis resté assis dans ma voiture de location à regarder mes enfants entrer à l'école, se demandant probablement pourquoi leur père avait soudainement disparu de leur vie. Mon téléphone a vibré. Un texto de Jim Patterson, mon voisin est la personne la plus proche d'un ami que j'ai dans cette situation. J'ai vu le camion de déménagement devant chez toi. Tout va bien? Jim était un flic à la retraite qui s'était installé à côté de chez moi 3 ans auparavant après le décès de sa femme. Il possédait ce genre de personnalité stable et pragmatique qui découle du fait d'avoir géré les pires impulsions de l'humanité pendant 30 ans. Si quelqu'un pouvait apprécier la valeur stratégique de mes actions, c'était bien Jim. Je lui ai répondu par texto. Mieux que bien. Un café plus tard? D'accord. L'endroit habituel? L'endroit habituel était le Murphy's Diner, un boui-boui qui servait un café assez fort pour ressusciter les morts et qui se mêlait de ses affaires. Jim était déjà là quand je suis arrivé, assis dans une banquette d'angle, dos au mur. Les vieilles habitudes de flic ont la vie dure. Tu as une sale gueule, a-t-il dit alors que je m'asseyais en face de lui. Charmant comme toujours, mais précis. J'ai fait signe à la serveuse pour qu'elle nous apporte du café. Alors, quelle est la vraie histoire? Tout ce que je sais, c'est ce qu'Amanda a raconté aux voisins. Quelque chose à propos d'une dépression nerveuse et d'un abandon de famille. J'ai failli m'étouffer avec mon café. Elle a dit ça? Oh, ça s'améliore. Selon sa version, tu luttais contre des problèmes de dépression et de colère depuis des mois. Elle essayait de t'aider, mais tu as refusé de te faire soigner. Finalement, tu as craqué lors du dîner de Thanksgiving et tu es parti en claquant la porte, la laissant avec les enfants se débrouiller seuls. L'audace était stupéfiante, même pour Amanda. C'est impressionnant. Et les gens ont cru ça? Certains oui. D'autres posent des questions. Du genre? Pourquoi la voiture de Derek est dans ton allée tous les soirs si c'est toi qui es parti? Je me suis adossé à la banquette, en train de digérer ces informations. Amanda a toujours possédé un talent remarquable pour manipuler les récits, se présentant constamment comme la partie lésée dans toutes les circonstances. Cependant, il semble qu'elle ait cette fois dépassé les bornes. Jim, j'ai besoin d'un service. Il lève un sourcil interrogateur. Un service légal, ou d'une autre nature? Principalement légal, ai-je répondu. J'ai ensuite exposé la véritable situation. La liaison clandestine, la confrontation inattendue à Thanksgiving, les subtiles machinations financières. Jim écoute attentivement, sans porter de jugement, hochant occasionnellement la tête ou posant des questions de clarification. À la fin de mon récit, il reste silencieux pendant un long moment. Alors, que souhaites-tu que je fasse? Des preuves, ai-je répondu. Vous possédez une caméra de qualité supérieure et l'expertise nécessaire pour l'utiliser discrètement. J'ai besoin de preuves irréfutables des événements qui se déroulent réellement à mon domicile. Surveillance sur votre propre propriété, remarque-t-il. C'est certainement une approche créative.
Est-ce dans les limites de la légalité? Techniquement, oui. C'est votre domicile, votre propriété. Vous avez tous les droits de surveiller les activités qui s'y déroulent, en particulier si vous soupçonnez une conduite illégale. Conduite illégale? Jim sourit, et pendant un bref instant, j'aperçois l'agent des forces de l'ordre qu'il était autrefois. L'infidélité reste une infraction pénale dans cet État, bien que rarement poursuivie. Et si les dettes de jeu de Derek sont aussi importantes que vous le suggérez, il pourrait y avoir d'autres visiteurs intéressants à documenter. Nous consacrons l'heure suivante à formuler ce que Jim appelle avec tact la collecte d'informations. Au moment où nous quittons Murphy S., je ressens une sensation que je n'avais pas éprouvée depuis Thanksgiving, l'espoir. Cet après-midi-là, je me trouve dans mon nouveau logement temporaire, un appartement meublé d'une chambre, impeccable, paisible et totalement dépourvu de caractère personnel, quand Janet m'appelle pour me donner des nouvelles. J'ai soumis les documents juridiques ce matin, m'informe-t-elle. Elle s'attend à ce qu'Amanda soit notifiée avant la fin de la journée. Quelle a été sa réaction à la requête de garde? Elle n'en est pas encore au courant, répond Janet. L'huissier remettra tous les documents simultanément. Acte de divorce, requête de garde, ordonnance restrictive et requête de gel des avoirs conjoints en attendant la résolution. Ordonnance restrictive. Je m'enquière. Procédure standard dans les affaires de garde contestées, explique-t-elle. Elle empêche l'une ou l'autre partie de retirer les enfants de l'État ou de prendre des décisions importantes sans l'autorisation du tribunal. Compte tenu des menaces antérieures d'Amanda de partir, cela semblait une mesure prudente. Je perçois le bruissement de papier en arrière-plan. Il y a autre chose, Eden, ajoute-t-elle. Oh, l'avocat d'Amanda nous a contactés ce matin. Elle a déjà retenu les services d'un avocat. Richard Steinberg. Il exige des honoraires conséquents, ce qui est pour le moins curieux vu ses difficultés financières actuelles à elle. Inutile de me demander qui paie les services de Steinberg. Derek a beau ne pas pouvoir rembourser ses dettes de jeu, il semble qu'il puisse se permettre de payer un avocat pour sa maîtresse. Que voulait Steinberg? Engager des négociations, répond Janet. Il affirme qu'Amanda est disposée à un partage équitable des biens si vous retirez les accusations d'infidélité et consentez à la garde partagée. Et je lui ai fait savoir que nous examinerions toute offre raisonnable, mais que les accusations d'infidélité sont étayées et non négociables. Excellent, je réponds. Quel est notre calendrier prévisionnel? L'audience pour la garde provisoire est prévue vendredi prochain. La procédure de divorce complète prendra plus de temps, mais si nous pouvons obtenir la garde provisoire et des arrangements financiers, cela nous donnera un avantage considérable. Après que Janet a raccroché, je reste assis dans mon appartement banal, songeant à cet avantage. Pendant 18 ans, Amanda a eu tous les atouts en main, les enfants, la maison, le réseau social. C'est elle qui dictait les décisions concernant notre lieu de résidence, la scolarité des enfants et la répartition de nos finances. J'acquiesçais parce que cela me semblait plus simple, parce que je croyais que c'était l'essence du mariage. Maintenant, la situation s'est inversée, et elle est mal préparée à la gérer. Mon téléphone vibre, m'indiquant un SMS provenant d'un numéro inconnu, « Tu détruis ta propre famille ». Je fixe le message un instant, puis en fais une capture d'écran avant de répondre, « Je protège ma famille de ceux qui voudraient la détruire ». Il n'y a pas de réponse. À 6h30 du soir, Jim appelle. « J'ai quelque chose que tu dois voir, dit-il. » Je me rends chez lui, où il a installé un ordinateur portable sur sa table de cuisine. L'écran affiche un flux vidéo provenant d'une caméra positionnée pour surveiller l'entrée de mon domicile. C'est arrivé il y a environ 1 heure, dit-il, en activant l'écran. Je vois la Camry de Derek se garer dans mon allée. Derek sort le premier, suivi d'Amanda. Cependant, il y a une troisième personne dans la voiture, une femme que je ne reconnais pas. Qui est-ce? Je demande. D'après la plaque d'immatriculation, le véhicule est immatriculé au nom de Maria Santos. Elle est employée par une agence de détectives privée du centre-ville. Je regarde les trois s'approcher de ma porte d'entrée. Derek a une clé. Bien sûr, il en a une. Et ils entrent dans la maison. 20 minutes plus tard, ils ressortent, portant des cartons. Que contiennent ces cartons? Il est difficile de le déterminer de ce point de vue, mais ils ont fait 3 allers-retours. Quoi qu'ils emportent, ce n'est pas anodin. Nous regardons le reste de la vidéo en silence. Après avoir chargé les cartons dans la voiture de Derek,
Amanda et la détective engagent une conversation qui semble intense sur le porche. La détective prend des photos de la maison, du jardin, même de la boîte aux lettres. Elle monte un dossier, remarque Jim. Dans quel but? Abandon de domicile, très probablement, répond-il. Elle est en train de prouver que tu as quitté le domicile conjugal, et que Derek a dû intervenir pour aider avec les enfants. Les cartons contiennent probablement tout ce qui pourrait te dépeindre sous un jour négatif, des documents financiers, des effets personnels, tout ce qui étayerait son récit. Je sens une rage froide monter en moi. Ils sont chez moi, à fouiller dans mes affaires, à monter un dossier contre moi. Oui, et tout cela est parfaitement légal, car Amanda a toujours le droit d'accéder à la résidence conjugale. Cependant, Derek n'a pas ce droit. Jim sourit. Non, en effet, confirme-t-il. Cela constitue une violation de domicile. Et maintenant, nous en avons la preuve en vidéo. Nous regardons la vidéo 2 fois de plus, Jim soulignant des détails que j'avais manqués. La façon dont Derek jette constamment des regards par-dessus son épaule. La façon dont Amanda indique à la détective des zones spécifiques de la maison. La façon dont ils font attention à ne rien emporter d'ostensiblement précieux. Ils sont intelligents, concède Jim, mais pas assez. Qu'est-ce que tu veux dire? Je demande. Regarde ça, répond-il. Il rembobine jusqu'à un moment où Derek porte un carton à la voiture. Tu remarques comme il a du mal avec ce carton? Quoi qu'il contienne, c'est lourd, mais regarde Amanda. Elle porte un carton similaire, comme s'il ne pesait rien. Je me penche plus près de l'écran. Il a raison. Le carton de Derek nécessite 2 mains et des manœuvres prudentes. Le carton identique d'Amanda est porté nonchalamment d'une seule main. Et alors? Je demande. Soit Amanda a plus de force qu'elle n'en a l'air, soit son carton est vide. Ils mettent en scène des preuves, donnant l'impression qu'ils emportent plus de choses qu'ils ne le font en réalité. Les implications me frappent avec la force d'un coup physique. Ils vont affirmer que j'ai vidé la maison avant de partir, que j'ai pris tout ce qui avait de la valeur et que je les ai laissés sans rien. C'est également mon avis, confirme Jim. Heureusement, nous avons la preuve en vidéo de ce qui s'est réellement passé. J'ai regardé les images une dernière fois, mémorisant chaque détail. L'expression d'Amanda dirigeant l'enquêteur, les regards nerveux de Derek, la chorégraphie méticuleuse de leur tromperie. Jim, j'ai besoin d'une autre faveur. Je t'écoute, répond-il. Que dirais-tu de mener un peu plus de surveillance? Le genre qui pourrait les surprendre en train de faire quelque chose de vraiment stupide? Son sourire s'élargit. Mon gars, je pensais que tu ne demanderais jamais. Avec la surveillance, il y a 90% d'ennui et 10% d'adrénaline pure. Je l'apprends par moi-même alors que je suis assis dans le pick-up de Jim à 7 h du matin le mercredi, observant l'appartement de Derek à travers des jumelles qui coûtent probablement plus que mon loyer mensuel au motel. Mouvement, dit Jim doucement, ajustant le téléobjectif de son appareil photo. La porte d'entrée de Derek s'ouvre et il en sort, portant les vêtements d'hier et arborant le genre d'expression hagarde qui résulte d'un manque de sommeil. Il regarde autour de lui nerveusement avant de se diriger vers sa voiture, une habitude paranoïaque qu'il a développée depuis que j'ai bloqué les comptes bancaires. Où penses-tu qu'il va? Je demande. Probablement chez toi, répond Jim. Amanda lui a envoyé un texto il y a 20 minutes. Je ne m'enquière pas de la manière dont Jim est au courant des textos d'Amanda. Certaines choses valent mieux ne pas être examinées de trop près. Nous suivons Derek à distance, la formation des forces de l'ordre de Jim étant évidente dans la manière dont il maintient un espacement parfait et utilise d'autres véhicules comme couverture. Derek conduit comme un homme qui a quelque chose à cacher, vérifiant constamment ses rétroviseurs, faisant des virages inutiles, s'arrêtant au feu jaune. Il a peur, observe Jim. Bien. Il devrait l'être. Derek se gare dans mon allée devant ma maison, où mes enfants se préparent pour l'école. La violation des involtes de cet espace me serre la mâchoire. À travers le téléobjectif, nous regardons Derek entrer avec sa clé. 5 minutes plus tard, Amanda apparaît à la porte d'entrée, toujours en peignoir. Ils engagent ce qui semble être une dispute sur le porche, Amanda gesticulant avec colère et Derek secouant la tête. Dispute de couple, murmure Jim, prenant des photos. La dispute s'envenime. Amanda pousse Derek avec une force suffisante pour le faire trébucher en arrière. Il dit quelque chose qui fait pâlir son visage de rage. Elle le gifle. Eh bien, c'est intéressant, dit Jim,
l'appareil photo cliquant rapidement. Derek remonte dans sa voiture et s'éloigne, laissant Amanda debout sur le porche en peignoir, ayant l'air de vouloir frapper autre chose. Quelques voisins sont sortis chercher leur journal du matin, et je les vois observer le spectacle avec un intérêt non dissimulé. Amanda a toujours excellé dans le maintien des apparences, dis-je à Jim. C'est nouveau, répond-il. Le stress induit le laisser-aller et le désespoir. Les gens commettent des erreurs. Nous suivons Derek jusqu'à son prochain arrêt, un prêteur sur gage dans le sud de la ville. Il est à l'intérieur pendant 15 minutes, ressortant avec une enveloppe qu'il fourre immédiatement dans la poche de sa veste. « Tu crois qu'il vend quelque chose ?» demande Jim. « Ou qu'il obtient un prêt de quelqu'un qui ne vérifie pas les scores de crédit ?» je réponds. Le troisième arrêt de Derek est le plus intrigant, un bureau dans un centre commercial avec un panneau indiquant « Quick Cash Loans ». C'est le genre d'établissement qui facture des taux d'intérêt qui feraient rougir un membre du crime organisé. « Maintenant, on avance », dit Jim. Pendant que Derek est à l'intérieur, Jim sort du véhicule et passe devant sa voiture en marchant tranquillement, revenant avec un petit appareil qu'il attache à son porte-clés. « Tracker GPS », explique-t-il. « De qualité militaire. Maintenant, nous saurons où il va. » Derek sort du bureau de prêt avec un air soulagé mais tremblant. Il vérifie son téléphone, puis se rend directement au Riverside Casino. Le même endroit où il a perdu 40 000 $ 6 mois auparavant. Incroyable, murmurai-je. Il a obtenu des fonds pour s'adonner au jeu, l'obsession est une affliction redoutable, déclare Jim. Observons comment cela se déroule. Nous nous postons en face du casino et nous préparons à attendre. À travers les larges fenêtres, je distingue Derek assis à une table de blackjack, participant avec l'intensité frénétique d'un homme essayant de résoudre ses problèmes avec des cartes et la chance pure. Mon appareil cellulaire vibre, indiquant un message texte entrant d'Amanda. Les enfants demandent où tu es. Quelles informations devrais-je leur communiquer? Je contemple le message pendant une longue période, puis je réponds, transmets-leur la vérité brute, que leur mère entretient une relation intime avec leur oncle, et que leur père est impliqué dans une bataille pour la garde. 3 points de suspension apparaissent, puis disparaissent, pour finalement réapparaître. Finalement, tu ne vas pas bien. Je suis simplement honnête. Il y a une différence. Aucune reconnaissance de cette déclaration. 2 heures plus tard, Derek sort du casino, sans argent et avec des yeux cernés. Le traceur GPS indique qu'il erre dans la ville pendant 1 heure, avant de finalement retourner à son domicile. Il a tout gaspillé, observe Jim. L'argent qu'il a emprunté s'est volatilisé. Comment peux-tu l'affirmer? Langage corporel. Sa démarche, sa consultation compulsive de son téléphone. C'est un homme qui vient de comprendre qu'il est dans une situation plus précaire qu'il ne l'avait imaginé. Notre évaluation est confirmée 1 heure plus tard, lorsque la porte de l'appartement de Derek s'ouvre et que 2 individus vêtus de costumes coûteux en émergent. Ils ne ressemblent pas à des travailleurs sociaux. Des associés à lui, demande Jim innocemment. J'ai de sérieux doutes. Les individus montent dans un véhicule utilitaire sport noir aux vitres teintées et s'en vont. Derek ne sort pas de son appartement pour le reste de la journée. Le soir, je suis installé dans mon logement temporaire lorsque Yannick me contacte pour une mise à jour. L'avocate d'Amanda a déposé une contre-requête. Elle affirme qu'il t'accuse d'avoir abandonné le foyer familial et de les soumettre actuellement à des mauvais traitements par procuration. Par procuration? Il possède des preuves photographiques de toi et d'un individu non identifié surveillant la résidence familiale. Je tourne mon regard vers la fenêtre, observant le camion de Jim garé sur le parking. Comment ont-ils eu connaissance de l'implication de Jim? Excellente question. Soit ils vous ont repéré, soit ils mènent leur propre opération de surveillance. Les implications sont inquiétantes. Amanda a toujours été méticuleuse, cependant, engager un détective privé suggère un degré de préméditation qui dépasse la simple infidélité. Quelle est notre riposte? Nous nous en tenons aux faits vérifiables. Tu as tout à fait le droit de surveiller tes biens personnels, surtout compte tenu des craintes fondées concernant les dettes de jeu de Derek, qui pourraient potentiellement mettre les enfants en danger. En parlant de ça, j'ai des informations supplémentaires concernant ses obligations financières. J'informe Janet des virées de Derek au prêteur sur gage, à l'organisme de crédit, ainsi qu'au casino et des individus en costume. Elle écoute avec une attention professionnelle. C'est avantageux, déclare-t-elle à la fin de mon récit. Si nous pouvons prouver que les penchants de Derek pour le jeu s'aggravent et qu'il a potentiellement mis tes enfants en contact avec des éléments criminels,
cela renforcera considérablement notre procédure de divorce et de garde. Comment prouver tout ça? Laisse-moi faire. J'ai des contacts au sein des forces de l'ordre qui peuvent mener des enquêtes sur les antécédents des fréquentations récentes de Derek. Après que Janet a mis fin à la communication téléphonique, je reste assis dans mon appartement, songeant à l'escalade. Chaque manœuvre que j'exécute suscite une contre-manœuvre correspondante d'Amanda et Derek. Chaque preuve que je produis, ils s'efforcent de la contrer avec leurs propres preuves. On dirait une partie d'échecs où l'enjeu est l'avenir de mes enfants. Mon téléphone vibre, signalant un SMS de Jim. Tu dois voir ça immédiatement. Je me rends chez Jim, où il a configuré plusieurs écrans affichant différentes perspectives de caméras de mon quartier. Sur l'écran principal, je distingue la voiture de Derek garée à nouveau dans mon allée. Cependant, cette fois, il y a 2 véhicules supplémentaires, une camionnette sans fenêtre et un autre véhicule utilitaire sport. Combien y a-t-il de personnes à l'intérieur, je demande. Au moins 6. Ils sont à l'intérieur depuis 2 heures. Sur l'écran, j'observe des individus inconnus parcourir ma maison, transportant des conteneurs et des appareils. On dirait qu'on assiste à un cambriolage au ralenti. Quels objets sont-ils en train de prendre? Tout. Meubles, appareils électroniques, effets personnels. Ils vident les lieux. La rage qui s'est accumulée pendant plusieurs jours atteint enfin son apogée. Ils ne peuvent pas faire ça. C'est ma maison. Techniquement, c'est la résidence conjugale, et Amanda a une autorisation légale. Mais Derek et ses associés, c'est une violation de domicile. Pouvons-nous les en empêcher? L'expression de Jim est prédatrice. Mon ami, j'espérais que tu poserais cette question. Il sort son téléphone et compose le 112. Oui, je voudrais signaler un cambriolage en cours. 20 minutes plus tard, 3 voitures de patrouille arrivent à ma résidence, sirène hurlante. La camionnette et le véhicule utilitaire sport disparaissent par la ruelle arrière, cependant, la voiture de Derek reste garée dans l'allée lorsque les policiers frappent à la porte d'entrée. Nous observons, à travers le téléobjectif, Amanda répondre à la porte en peignoir, s'efforçant visiblement de projeter l'image d'une propriétaire innocente. Les policiers sont courtois mais insistants, posant des questions et consignant des observations. Derek apparaît dans l'encadrement de la porte, et je le vois essayer d'expliquer sa présence aux agents. L'un des policiers écrit dans son carnet tandis que Derek gesticule frénétiquement. Que se passe-t-il maintenant, je demande. Pour l'instant, nous attendons et observons si l'histoire de Derek résiste à l'examen, mais quoi qu'il en soit, nous avons des preuves vidéo de leur présence en compagnie de personnes qui ont récemment fui une enquête policière. Mon téléphone portable vibre. Amanda est en train de passer un appel téléphonique. Je réponds à la 4e sonnerie. Que as-tu fait, siffle-t-elle. J'ai signalé une activité suspecte se déroulant à mon domicile, comme le ferait un propriétaire responsable. C'étaient des déménageurs, Eden. Nous étions simplement. Vous faisiez simplement quoi? Vous appropriez mes biens avec l'aide des acolytes de Derek, ceux à qui il doit de l'argent? Le silence émane de l'autre bout du fil. Voilà ce qui va se passer, Amanda, tu es obligée de remettre tout exactement comme c'était, tu es obligée de remplacer les serrures et de me donner l'unique clé, et tu es obligée d'expliquer aux enfants pourquoi des inconnus fouillaient dans les affaires de leur père. Tu en es incapable. Je suis capable, et je le ferai. Car, contrairement à toi et à Derek, je comprends réellement les rouages du système juridique. Je mets fin à l'appel téléphonique avant qu'elle ne puisse répondre. Sur l'écran, j'observe les policiers conclure leur enquête et partir. La voiture de Derek est toujours garée dans l'allée, mais il existe désormais un rapport de police documentant sa présence lors d'un cambriolage suspecté. Tu crois que ce sera suffisant? Demande Jim. C'est un début, mais ils ne sont pas du genre à céder facilement. Excellent, dit Jim, examinant son appareil photo. Je commençais à m'ennuyer à surveiller les écrans, à observer ta maison comme si c'était une scène de crime. Je réalise que nous avons franchi une limite. Il ne s'agit plus seulement d'un divorce et d'une garde, il s'agit de survie, la mienne, celle de mes enfants, et de ce qui reste de l'existence que je croyais construire. Amanda et Derek voulaient un conflit, ils vont en avoir un. Le vendredi matin se lève avec cette clarté aiguë qui rend tout plus net, plus défini. Je me tiens devant le tribunal du comté, vêtu de mon costume le plus présentable, le bleu marine dont Amanda disait toujours qu'il me donnait l'air d'un croque-mort, observant des professionnels du droit et des plaideurs monter l'escalier de pierre comme des soldats avançant au combat. Janet me rejoint au point de contrôle de sécurité,
portant une mallette qui semble assez lourde pour contenir de vraies munitions. Prêt pour ça, demande-t-elle. Aussi prêt qu'on peut l'être à voir son existence disséquée en public. Souviens-toi de notre discussion précédente, laisse-moi mener le débat, sauf si le juge t'adresse directement une question, et quoi qu'il arrive, abstiens-toi de réagir visiblement à tout ce qu'Amanda ou son avocat diront. La salle d'audience est plus petite que je ne l'imaginais, avec des boiseries qui ont connu des décennies plus glorieuses et un éclairage fluorescent qui donne à chacun un teint légèrement jaunâtre. Amanda est déjà assise à la table du demandeur avec Richard Steinberg, son avocat. Elle porte une robe noire conservatrice et un maquillage minimal, la tenue de la veuve éplorée. L'absence de Derek est frappante, ce qui est intrigant, soit Steinberg lui a conseillé de ne pas venir, soit il est confronté à des problèmes plus urgents avec ses nouveaux créanciers. La juge Patricia Hoffman entre, et nous nous levons tous. C'est une femme d'une soixantaine d'années, aux cheveux gris acier et avec ce genre d'expression implacable qui suggère qu'elle a été témoin de toutes les permutations de la folie humaine et qu'elle n'est impressionnée par aucune d'entre elles. « Asseyez-vous, dit-elle, s'installant derrière le banc avec l'efficacité d'une personne qui a 3 autres affaires prévues après celle-ci. Il s'agit d'une audience pour la garde temporaire et la pension alimentaire dans l'affaire Locke contre Locke. Maître Steinberg, vous pouvez procéder. Steinberg se lève et se lance dans ce qui ne peut être qualifié que de performance. Selon sa version des faits, je suis un mari dominateur et émotionnellement violent qui a abandonné son foyer dans un accès de rage après avoir été confronté à son comportement. Il dépeint Amanda comme l'épouse longtemps souffrante qui s'est efforcée d'épuiser tous les recours pour sauver l'union conjugale avant d'accepter finalement que le divorce représentait la seule option viable. Votre honneur, déclare Steinberg, sa voix empreinte d'une sympathie travaillée, Madame Locke a été contrainte de compter sur la bienveillance des membres de sa famille pour simplement assurer la subsistance à sa table et préserver un semblant de stabilité pour les enfants. Monsieur Locke a mis fin à toute aide financière dans une tentative vindicative de contraindre son épouse à un règlement défavorable. Il présente une pile de documents, des preuves photographiques d'Amanda apparaissant anéanties, des déclarations de voisins concernant ma conduite erratique, des relevés financiers indiquant les comptes bloqués. Madame Locke ne sollicite rien d'extravagant, poursuit Steinberg. Elle désire simplement une aide temporaire suffisante pour maintenir les enfants dans leur résidence familiale et des arrangements de garde partagés qui privilégient les intérêts supérieurs des enfants à l'amour-propre blessé de leur père. Après s'être rassis, le juge Hoffman se tourne vers Janet. Madame Morrison. Janet s'avance et ouvre sa mallette. Votre honneur, Monsieur Steinberg a présenté une fiction convaincante, cependant, les circonstances factuelles racontent une histoire sensiblement différente. Elle dépose une photographie sur la table des preuves. L'une des photographies de surveillance de Jim montrant Amanda et Derek s'embrassant sur le porche d'entrée. Madame Locke entretient une liaison extra-conjugale avec le frère de son mari, Derek Locke, depuis environ 6 mois. Cette liaison a été révélée à Monsieur Locke lors d'une réunion de famille, où il a été simultanément informé qu'il était déshérité et que sa femme demandait le divorce. D'autres photographies montraient le véhicule de Derek arrivant à l'allée à divers moments, montrant le couple entrant et sortant ensemble de la résidence. La dispute s'est déroulée sur le porche. Plutôt que d'abandonner sa famille, Monsieur Locke s'est extrait d'une situation intenable, prenant rapidement des mesures pour protéger à la fois ses propres intérêts et ceux de ses enfants. Les comptes saisis constituaient une précaution nécessaire pour empêcher Madame Locke et son amant de dilapider les biens matrimoniaux. Enfant. Le juge Hoffman examine les photographies avec l'intérêt détaché de quelqu'un qui consulte une liste de courses. Monsieur Steinberg, avez-vous une réponse à ces allégations? L'assurance de Steinberg vacille légèrement. Votre honneur, a déclaré Steinberg, les ennuis personnels de ma cliente ne sont pas pertinents quant à la question de la garde des enfants et de la pension alimentaire. Monsieur Locke tente de détourner l'attention de son propre manquement à ses responsabilités de père. Au contraire, intervient Janet, les appréhensions de Monsieur Locke concernant l'influence de son frère sur ses enfants sont tout à fait pertinentes, en particulier compte tenu des récentes activités criminelles de Monsieur Derek Locke. Elle présente une autre compilation de documents, des rapports de police, des relevés de casino et des contrats de prêt que le contact de Jim dans les forces de l'ordre s'est procuré on ne sait comment. Derek Locke a accumulé des dettes de jeu considérables et a récemment obtenu des fonds auprès de prêteurs non agréés. 3 jours auparavant, il était présent lors d'un cambriolage présumé à la maison familiale, un incident nécessitant l'intervention de la police. Le visage d'Amanda pâlit. Steinberg semblait avoir avalé quelque chose de désagréable. Le juge Hoffman se penche en avant. Madame Morrison, suggérez-vous que les enfants étaient présents lors de cet incident? Non, votre honneur.
Les enfants étaient à l'école. Cependant, l'incident illustre le type d'élément criminel que la relation de Madame Locke avec Derek Locke a introduit dans leur vie. Objection, balbutie faiblement Steinberg. C'est un assassinat de personnage, pas une preuve. Monsieur Steinberg, remarque le juge Hoffman d'un ton sec, il s'agit d'une audience du tribunal de la famille, pas d'un procès pénal. Le caractère est précisément ce que nous sommes ici pour évaluer. Madame Morrison, possédez-vous des preuves supplémentaires? Janet sort un dossier épais. Votre honneur, nous possédons des preuves documentées de l'irresponsabilité financière de Madame Locke, de ses tentatives d'éloigner les enfants de leur père et de sa relation continue avec un homme qui représente une menace potentielle pour ses enfants. Elle étale des relevés bancaires, des factures de cartes de crédit et des transcriptions de messages textes. Madame Locke a constamment vécu au-dessus des moyens de la famille, accumulant des dettes dont Monsieur Locke n'était pas au courant. Elle a informé les enfants que leur père les avait abandonnés tout en faisant obstruction à ses tentatives de les contacter. De plus, elle a accordé à Derek Locke un accès illimité à la maison familiale, bien qu'elle soit consciente de sa dépendance aux jeux et de ses associations criminelles. Le juge Hoffman consacre plusieurs minutes à examiner les documents. Le silence règne dans la salle d'audience, à l'exception du bruissement des pages qui se tournent et du vrombissement lointain de la circulation à l'extérieur. Finalement, elle lève les yeux. Madame Locke, je vais vous poser des questions directes et j'attends des réponses directes. Êtes-vous actuellement engagée dans une relation amoureuse avec Derek Locke? Amanda jeta un coup d'œil à Steinberg, qui acquiesça à contre-cœur. Oui, votre honneur. Depuis combien de temps cette relation dure-t-elle? Environ 4 mois. Étiez-vous impliqué dans cette relation alors que vous viviez encore avec votre mari? Un long silence s'ensuivit. Oui. Êtes-vous au courant des activités de jeu de Derek Locke? Oui. Mais il cherche de l'aide. Quel genre d'aide? Amanda sembla perdue. Il a déclaré qu'il suivait une thérapie. La juge Hoffman prit une note. Monsieur Locke, j'ai également quelques questions à vous poser. Levez-vous. Oui, votre honneur. Pourquoi n'avez-vous pas tenté de résoudre ces problèmes conjugaux par le biais de conseils ou de médiation avant de recourir à des mesures financières aussi radicales? C'est une question juste, et je m'y suis préparé, votre honneur. J'ai découvert cette liaison 6 mois auparavant, mais j'ai choisi de ne pas la confronter immédiatement, espérant qu'elle cesserait d'elle-même. Pendant cette période, j'ai suggéré à 2 reprises une thérapie de couple. Ma femme a refusé les 2 fois, affirmant que nos problèmes n'étaient pas suffisamment importants pour justifier une intervention professionnelle. Lorsque j'ai pris conscience de l'étendue de sa duplicité financière et que j'ai été pris au dépourvu avec des papiers de divorce lors d'une réunion de famille, j'ai réalisé que la négociation n'était pas une option viable. Pensez-vous pouvoir exercer la coparentalité efficacement avec Madame Locke, compte tenu du niveau d'animosité actuel? Votre honneur, ma principale préoccupation est le bien-être de mes enfants. Si Madame Locke est disposée à donner la priorité à leur bien-être par rapport à sa relation avec mon frère, je suis disposé à collaborer. Cependant, je ne peux pas permettre à mes enfants d'être exposés à l'instabilité et aux dangers potentiels que représente Derek Locke. La juge Hoffman acquiesça et prit d'autres notes. Je vais faire une pause de 15 minutes pour examiner ces documents. À notre retour, je rendrai ma décision concernant la garde temporaire et la pension alimentaire. La pause ressembla davantage à 15 heures qu'à 15 minutes. Amanda et Steinberg se sont regroupés, leur conversation montant en intensité. À un moment donné, Amanda s'est mise à pleurer et Steinberg a été obligé de lui tendre des mouchoirs. Janet et moi sommes restés silencieux. Il n'y avait plus rien à dire. Nous avions présenté notre dossier, et il appartenait maintenant à la juge Hoffman de déterminer si mes enfants continueraient à vivre avec leur mère adultère et son petit ami dépendant au jeu, ou s'ils auraient la possibilité d'avoir une vie stable avec moi lorsque le tribunal reprendrait ses travaux. L'expression de la juge Hoffman était impénétrable. J'ai examiné toutes les preuves présentées aujourd'hui, et je suis prête à rendre ma décision sur les arrangements temporaires en attendant le jugement définitif de divorce. Elle regarda directement Amanda. Madame Locke, bien que je reconnaisse que les mariages se dissolvent parfois et que les individus nouent de nouvelles relations, le moment et les circonstances de votre liaison démontrent un manque de jugement inquiétant. Plus troublant encore est votre apparente volonté d'exposer vos enfants à une personne ayant de graves problèmes de dépendance et juridique. Amanda pleurait maintenant plus abondamment, mais la juge Hoffman continua sans empathie. Monsieur Locke, bien que vos manœuvres financières aient été agressives,
elles semblent avoir été à la fois légales et nécessaires pour protéger les biens matrimoniaux contre la dissipation. Elle mélangea ses papiers. Par conséquent, j'accorde la garde primaire temporaire à Monsieur Locke, avec des visites supervisées pour Madame Locke, en attendant la résolution de sa situation de logement et de sa relation avec Derek Locke. Les mots tombèrent comme un coup physique. Amanda haleta audiblement. Steinberg commença à se lever, puis se rassit. De plus, Madame Locke versera une pension alimentaire temporaire de $800 par mois, et il lui est interdit de permettre à Derek Locke d'avoir tout contact avec les enfants mineurs en attendant une nouvelle ordonnance du tribunal. La juge Hoffman frappa de son marteau. Cette cour est ajournée. Alors que les personnes quittaient la salle d'audience, Amanda se tourna pour me regarder avec une expression de haine pure. Ce n'est pas fini, murmura-t-elle. Elle avait raison sur ce point. Cependant, pour la première fois depuis Thanksgiving, j'avais l'impression que je pourrais réellement l'emporter. La maison avait une ambiance différente quand on y résidait légalement plutôt que subrepticement. J'étais debout dans ma cuisine à nouveau, à préparer du café et à observer Sarah et Kevin prendre leur petit déjeuner comme des adolescents ordinaires. Et au lieu d'être des victimes d'un différend concernant la garde, cela faisait 2 semaines depuis l'audience au tribunal, 2 semaines à reconstruire progressivement quelque chose qui ressemblait à une famille. « Papa », dit Kevin, sans lever les yeux de ses céréales. « Maman a encore appelé la nuit dernière. » « Qu'est-ce qu'elle a dit ?»« La même chose que d'habitude, qu'elle est désolée, que nous lui manquons, que l'oncle Derek ne vit plus avec elle. » Sarah renifla avec dérision. « Ouais, c'est ça. J'ai vu sa voiture hier quand je suis passé à vélo devant l'appartement. Je me suis interrompu alors que je versais du café. Tu es passé devant son appartement à vélo. Peut-être. » Sarah était sur la défensive, comme elle l'était toujours quand elle pensait avoir des ennuis. Je voulais juste voir où elle habitait. L'appartement était un T3 dans un complexe qui avait connu des jours meilleurs. Amanda y vivait avec Derek, malgré l'ordonnance du tribunal lui interdisant tout contact avec les enfants, malgré ses affirmations selon lesquelles leur relation était terminée. Certaines personnes n'apprennent jamais. Sarah, je sais que tu es curieuse, mais... Je ne suis pas curieuse, m'a-t-elle interrompu. Je suis en colère. Elle l'a choisi à notre place, et maintenant elle veut qu'on ait pitié d'elle parce qu'elle doit vivre dans un appartement pourri. Kevin leva les yeux de ses céréales. Tu crois qu'elle reviendra un jour? C'était une question que je redoutais parce que la réponse honnête était complexe. Amanda pourrait revenir si elle mettait fin à sa relation avec Derek, si elle redressait ses finances, si elle démontrait au tribunal qu'elle pouvait faire passer ses enfants avant ses désirs personnels. Cependant, cela nécessiterait qu'elle admette avoir eu tort, et Amanda n'a jamais été douée pour admettre ses erreurs. Je ne sais pas, mon grand. Mais ce que je sais, c'est que toi et Sarah êtes en sécurité ici. Et c'est ce qui compte le plus. Mon téléphone vibra avec un SMS de Jim, tu dois regarder les infos. J'ai allumé la télévision et je suis passé à l'émission matinale locale. La présentatrice, une femme aux cheveux impeccablement coiffés et à l'expression de préoccupation travaillée, se tenait devant le casino Riverside. Une enquête fédérale sur des opérations de jeu illégales a conduit à de multiples arrestations, dont plusieurs personnes ayant des liens avec le crime organisé. Parmi les personnes arrêtées figure Derek Locke, un homme de la région qui aurait servi d'intermédiaire pour des opérations de paris sportifs illégaux. La tasse de café m'a échappé des mains et s'est brisée sur le sol de la cuisine. Sarah et Kevin ont tous deux levé les yeux, surpris. « Papa ?» La voix de Kevin était faible. À l'écran, on voyait des images de Derek emmené menotté, son visage caché derrière sa veste. La journaliste a poursuivi, Locke aurait été recruté par le réseau de jeux après avoir accumulé d'importantes dettes personnelles. Les agents fédéraux affirment qu'il était payé pour identifier d'autres personnes potentiellement atteintes de problèmes de jeu. J'ai attrapé la télécommande et j'ai éteint la télévision avant que les enfants ne puissent en voir plus. C'était l'oncle Derek, a demandé Sarah. Inutile de mentir. Tôt ou tard, la vérité finirait par éclater, et je m'étais promis d'être entièrement honnête avec eux. En effet, il semblait que la dépendance au jeu de Derek était plus grave qu'on ne l'avait estimé au départ. Kevin remuait distraitement ses céréales dans son bol. « Est-ce que maman va aussi être arrêtée ?» a-t-il demandé. « Non, mon grand », ai-je répondu. Maman n'a participé à aucune activité illégale. Elle a simplement pris des décisions imprudentes quant aux personnes à qui faire confiance. Cependant, même en prononçant ces mots, je me demandais quelles pourraient être les conséquences.
Amanda vivait avec Derek, partageant des charges financières et échangeant peut-être des informations. Si Derek collaborait avec des organisations criminelles, quelles autres implications aurait-il pu avoir? Mon téléphone portable a émis une sonnerie. C'était Janet Morrison. Eden, je suppose que tu as vu les infos maintenant. Quelles sont les implications pour la procédure de garde? Cela signifie que la crédibilité d'Amanda a subi un coup important. Elle cohabitait avec un individu participant activement à des entreprises illicites tout en affirmant son engagement à reconstruire sa vie. Pouvons-nous exploiter cette information? Ce ne sera pas nécessaire. Le tribunal prendra officiellement acte de l'arrestation de Derek, et l'avocat d'Amanda sera contraint d'élucider pourquoi sa cliente a maintenu une relation avec un individu faisant l'objet d'une enquête fédérale. Après que Janet a mis fin à l'appel, je me suis assis à la table de la cuisine, m'efforçant de comprendre les implications de ces événements. L'arrestation de Derek validait toutes mes affirmations antérieures concernant le danger qu'il représentait pour mes enfants. Néanmoins, cela signifiait également qu'Amanda était désormais complètement isolée. Privée de Derek, sans soutien familial et sans moyens financiers. Pendant un bref instant, j'ai ressenti un élan de sympathie pour sa situation. Cependant, ce sentiment s'est rapidement dissipé. À midi pile, ma sonnette a retenti. En regardant par le Judas, j'ai aperçu Amanda debout sur mon perron, paraissant plus petite et vulnérable que je ne l'avais jamais vue. Elle était vêtue d'un jean et d'un pull usé, ses cheveux rassemblés en une simple queue de cheval. La femme raffinée et manipulatrice qui avait déclaré son intention de demander le divorce lors du dîner de Thanksgiving était manifestement absente. J'ai ouvert la porte, mais je me suis abstenu de l'inviter à entrer. « Bonjour, Amanda. »« Eden, s'il te plaît, » implora-t-elle, « nous devons engager une conversation. Les enfants sont actuellement à l'école. Tout ce que tu souhaites me dire, tu peux me le communiquer. » Son regard se prolongea au-delà de moi, scrutant l'intérieur de la demeure. Notre demeure. L'endroit où nous avions élevé nos enfants ensemble pendant 15 ans. Puis-je entrer? Juste pour un bref instant. Contre mon propre jugement, je reculai, lui permettant d'entrer. Elle traversa le salon, son regard parcourant l'espace comme si elle le découvrait pour la première fois. Tu as redécoré. J'ai remis les meubles dans leur arrangement d'origine, avant que toi et Derek ne commenciez à les transformer avec des acquisitions malhonnêtes. Elle recula à la mention du nom de Derek. Eden, je sais que tu penses probablement que j'ai eu ce que je méritais, mais je maintiens que toi aussi tu as fait des choix et que tu en affrontes maintenant les conséquences. Il y a une différence. Elle s'installa sur le divan sans y être invitée, et j'observai un léger tremblement dans ses mains. Je n'étais pas au courant des activités de Derek. Je te jure que j'ignorais totalement son implication avec ces gens. Mais tu étais au courant de son addiction au jeu. Oui. Et tu as supposé qu'il cherchait de l'aide. Il affirmait qu'il suivait une thérapie, qu'il s'attaquait aux problèmes. Et tu as cru à ces affirmations parce que c'était plus facile pour toi de le faire. Son regard se leva pour croiser le mien, ses yeux remplis de larmes. J'ai fait des erreurs, Eden. De graves erreurs. Mais je m'efforce de les réparer. Comment? En continuant à vivre avec Derek alors même que le tribunal t'a ordonné de cesser toute relation avec lui. Son visage pâlit. Comment as-tu su? Sarah a vu sa voiture garée devant ton immeuble. Tu pensais vraiment pouvoir le cacher indéfiniment? Amanda cacha son visage dans ses mains. Il n'avait nulle part où aller. Son appartement était. Il y avait des gens qui le recherchaient. Des gens dangereux. Je ne pouvais pas simplement le jeter à la rue. Si, tu pouvais. Tu aurais dû. Parce que chaque jour où tu as choisi de protéger Derek, tu as choisi de le faire passer avant tes enfants. Ces paroles la frappèrent avec la force de coups physiques. Elle se mit à pleurer sincèrement, les lamentations venant d'une personne qui avait enfin compris l'ampleur des dégâts qu'elle avait causés à sa propre vie. « Je veux rentrer à la maison », murmura-t-elle. « Je veux que ma famille soit de nouveau réunie. » Pendant 18 ans, ces mots auraient suffi. Pendant 18 ans, j'aurais pardonné, je l'aurais accueilli à nouveau, faisant semblant que l'amour pouvait surmonter n'importe quelle trahison. Mais je ne suis plus le même homme qu'à ce dîner de Thanksgiving, il y a 6 mois. C'est ma maison maintenant, déclarai-je. La maison de Sarah et Kevin. Tu as renoncé à ton droit d'y vivre quand tu as choisi de te ranger du côté de Derek. Mais les enfants ont besoin de leur mère. Les enfants ont besoin de stabilité.
Ils ont besoin d'être sûrs que les adultes dans leur vie feront passer leur bien-être en priorité. Tu as démontré ton incapacité à répondre à ce besoin. Le regard d'Amanda parcourut frénétiquement la pièce, comme à la recherche d'un élément qui pourrait faire fléchir ma détermination. Et si je romps avec Derek? Et si je prends mon propre appartement, prouvant ma capacité à être responsable? Peut-être qu'alors, un jour, tu pourrais autoriser des visites non supervisées. Peut-être pourras-tu reconstruire une relation avec Sarah et Kevin. Mais tu ne vivras plus jamais dans cette maison, et nous ne reformerons plus jamais une famille. Le caractère définitif de mes paroles sembla briser quelque chose en elle. Elle se leva brusquement, essuyant ses yeux avec le dos de sa main. « Tu as changé, dit-elle. Tu étais autrefois quelqu'un de bon. J'étais autrefois quelqu'un de naïf. Il y a une différence. » Elle se dirigea vers la porte d'entrée, puis se retourna une dernière fois. « Les enfants finiront par me pardonner. Ils comprendront que j'ai fait des erreurs, mais que mon amour pour eux est toujours là. Peut-être. Mais ils comprendront aussi que l'amour seul ne suffit pas sans des actes qui le confirment. Et ils se souviendront de qui était là pour eux quand c'était le plus important. » Après son départ, je restai dans mon salon, scrutant les photos de famille qui ornaient la cheminée. Des images d'anniversaires de naissance et de voyage, de matins de Noël et de pièces de théâtre scolaires. Une chronique visuelle d'une famille qui n'existe plus. Mais peut-être que cette affirmation n'est pas tout à fait vraie. Peut-être que l'essence de la famille ne réside pas uniquement dans les individus qui partagent votre acide désoxyribonucléique ou votre lignée historique. Peut-être concerne-t-elle les individus qui offrent leur présence lorsque l'adversité frappe, qui aident à la reconstruction lorsque l'édifice s'écroule. Des individus comme Jim, qui a consacré des mois à documenter la vérité alors que la plupart se contentaient d'embrasser les mensonges. Des individus comme Janet, qui a plaidé pour mes enfants lorsque leur propre géniteur a refusé de le faire. Des individus comme Sarah et Kevin, qui réapprennent à faire confiance, malgré les tribulations qu'ils ont endurées. Mon téléphone portable a émis un bourdonnement, signalant la réception d'un message texte de Sarah. « Papa, est-ce que Kevin et moi pouvons inviter des amis à dîner vendredi? J'aimerais préparer le repas. » J'ai répondu par SMS. « Bien sûr. Quelle création culinaire prépares-tu? » Spaghettis et boulettes de viande. Kevin aide à la sauce. J'ai souri, mon regard embrassant la résidence qui commençait peu à peu à évoquer à nouveau un sentiment de foyer. De l'extérieur, je pouvais observer Jim se livrer à des activités horticoles dans son jardinet, vraisemblablement en train de positionner une autre caméra pour surveiller une menace naissante. Cet individu aborde la sécurité avec le plus grand sérieux, une qualité que j'apprécie au-delà de sa compréhension. L'appréhension de Derek fera les gros titres pendant une brève période, puis s'estompera dans le brouhaha ambiant des malheurs des autres. Amanda finira par trouver un moyen de reconstruire son existence, qu'elle obtienne ou non l'absolution de ses enfants. Mes parents continueront à vivre dans leur opulente demeure, vraisemblablement en se demandant comment leur fils préféré a fini en prison fédérale. Cependant, Sarah et Kevin grandiront avec la conscience que leur père s'est battu pour eux quand c'était de la plus haute importance. Ils comprendront que parfois, la ligne de conduite moralement juste est aussi la plus ardue. Et peut-être, si je suis extrêmement chanceux, ils se souviendront que l'affection transcende le simple sentiment, c'est une décision délibérée que l'on prend chaque jour. La sonnette a retenti de nouveau. Cette fois, c'était Jim, portant une bouteille de bière et affichant le visage satisfait d'un individu qui venait d'être témoin du triomphe de la justice. « Je me suis dit que tu pourrais avoir envie de célébrer, a-t-il remarqué, en levant la boisson. »« Célébrer quoi ?» Derek encourt une peine de 5 à 7 ans dans le système correctionnel fédéral. Amanda a été expulsée de son appartement pour violation des clauses du bail, et ton ancien beau-père t'a contacté à 3 reprises, se renseignant pour savoir si tu envisagerais de leur permettre de réintégrer la vie des enfants. J'ai accepté la bière et dévissé le bouchon. Que as-tu dit à mon beau-père? Je lui ai conseillé de te contacter directement, mais j'ai peut-être fait allusion à ton manque d'enthousiasme pour les individus qui offrent leur présence uniquement lorsque cela leur est avantageux. Nous nous sommes assis sur la véranda, buvant la bière et observant le quartier vaquer à ses occupations quotidiennes. Des gens ordinaires menant des existences ordinaires, aux prises avec des problèmes ordinaires. C'est un luxe que je commence seulement à apprécier à nouveau. Alors, quelle est la prochaine étape? A demandé Jim. Ensuite, je vais chercher mes enfants à l'école. Nous partageons un repas ensemble, nous les aidons avec leurs devoirs, et nous regardons un film. Des activités familiales normales.
Normal sonne idéal. Alors que le soleil se couchait derrière l'étendue arborée, j'ai repensé à l'individu que j'étais il y a à peine 6 mois. Celui qui acceptait de maintenir l'harmonie, qui préservait l'équanimité à tout prix, qui épousait la conviction qu'incarner le rôle d'un mari et d'un père de famille louable impliquait de s'abstenir de toute forme de représailles. Cet individu a disparu, remplacé par quelqu'un de plus endurci mais plus authentique. Quelqu'un qui comprend que parfois, il faut tout détruire avant de pouvoir reconstruire correctement. La déclaration d'Amanda contenait un élément de vérité. J'ai subi une transformation. Cependant, son évaluation de ma bonté était erronée. Ma nature bienveillante persiste, bien que maintenant circonscrite par des limites. Mon affection pour ma famille perdure, mais je comprends maintenant que l'affection dépourvue de force ne sert qu'à la valider. Et j'ai assimilé la leçon selon laquelle parfois, quand on est relégué dans un coin, la seule voie de sortie consiste à riposter avec le double de la force. Le plus faible ne succombe pas invariablement à la défaite. Parfois, lorsque tout est en jeu, le plus faible est celui qui riposte. Et parfois, cette riposte constitue précisément ce dont toutes les parties avaient besoin depuis le début.